Bonjour à tous, heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette émission entre l'OCP Policy Center et l'IFRI, à la suite d'un séminaire qui a porté sur les émergents et le retour de la géopolitique, autour de 4 cas d'études, la Russie, la Chine, la Turquie et le Maroc. Alors ce soir, pour prolonger et conclure ce séminaire, nous vous proposons cette émission avec certains des participants pour essayer à la fois de tirer quelques synthèses, quelques conclusions, et puis surtout vous faire profiter des discussions que nous avons pu avoir pendant la journée. Alors la première question que j'ai envie de poser à nos invités, c'est le rapport entre l'émergence et la puissance qui a été observé en particulier ce matin dans le cadre de nos discussions sur la Chine et sur la Russie. Alors, ma question peut-être pour Françoise Nicolas et pour Yuri qui étaient sur le panel Chine, c'est comment vous articulez ce rapport entre émergence et puissance dans le cas chinois, et puis on laissera évidemment à Tatiana Castouilleva-Jean le soin de répondre en évoquant le cas russe. Bien. Dans le cas chinois, le lien entre puissance économique, émergence économique et puissance politique est extrêmement clair. Donc la volonté maintenant de la Chine de s'affirmer dans la région et éventuellement au-delà de la région immédiate dans le reste du monde s'appuie clairement sur le socle qui est constitué par sa puissance économique, par son émergence économique. Cela étant, ce qui est assez intéressant dans le cas de la Chine, c'est qu'elle n'utilise pas complètement à fond ses capacités appuyées sur ce socle économique pour s'imposer à l'échelle du monde. Donc elle ne cherche pas véritablement à s'imposer comme le feraient ou comme l'ont fait les États-Unis. Donc on voit en réalité une Chine qui émerge, mais qui émerge en quelque sorte à reculons ou de manière un petit peu hésitante. Et alors qu'elle aurait les moyens, en réalité, de s'affirmer sur le plan politique. Mais elle ne souhaite pas encore le faire, en tout cas pas à l'échelle mondiale, à l'échelle régionale éventuellement, mais pas à l'échelle mondiale, pas encore. Yuri, ce matin, vous étiez d'accord avec Françoise. Est-ce que ce soir, vous êtes toujours d'accord avec Françoise? Je suis d'accord avec Françoise, mais je veux souligner le fait qu'il y avait un moment où les États-Unis avait un pouvoir déjà immense dans les années 20, dans les années 30. Et comme la Chine aujourd'hui, mais même plus, ils ne voulaient pas, c'était un pouvoir isolationniste qui a essayé pendant très très longtemps d'ignorer ce qui s'est passé autour de ses frontières, d'ailleurs avec des conséquences finalement tragiques, parce que il y a beaucoup de problèmes qui se sont manifestés à la suite, qui auraient peut-être pu être évités avec une intervention des États-Unis avant ça. Tout ça pour dire que la Chine est en ascension économique très rapide, qui continue à être très rapide, et même si elle est un peu plus lente que dans le passé, et qu'à un moment donné, la Chine va se rendre compte que, par exemple, être intéressé à sa région immédiate n'est pas suffisant. Que ses intérêts fondamentaux touchent au commerce global, non seulement au commerce régional. Que son besoin de ressources est un besoin de ressources qui se trouvent partout dans le monde. Que le changement climatique, c'est quelque chose qui influence le monde et qui dépend du monde. Et donc, pour moi, c'est inévitable que la Chine, en étant l'exportateur le plus grand du monde, en étant la puissance économique qui va être la plus grande économie du monde, c'est inévitable qu'à un moment donné, ses intérêts vont lui imposer de prendre des positions et donc de projeter son pouvoir à un niveau global, ce qui ne veut pas dire nécessairement être agressive, causer des conflits, que ce soit militaires ou commerciales, ça peut se passer d'une façon relativement smooth. Mais dans le cadre de la Chine, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a eu une tension très forte avec le Japon sur les îles Senkaku et on n'est pas allé
vers la crise. C'est-à-dire que la crise ne s'est pas matérialisée d'une certaine manière. Ce qui n'est pas le cas de la Russie, puisque avec l'Ukraine, on a une crise voilà, et d'une crise qui s'est transformée en conflit mineur, mais en conflit inattendu par son intensité. Alors dans le cas de la Russie, comment répondre à la même question? C'est-à-dire qu'on a un seuil qui a été franchi, on a une dangerosité, je dirais maintenant, assez élevée avec le comportement de la Russie. Alors en fait, je reviendrai sur la dichotomie entre l'émergence et la puissance. Premier point, la Russie n'a jamais abandonné sa volonté de puissance. C'est à la fois lié à son histoire, l'histoire d'empire, l'histoire de superpuissance, qui garde toujours sa place au Conseil de sécurité de l'ONU, qui garde l'arme nucléaire et qui se voit comme un centre très important dans l'espace qu'on appelle l'espace eurasien. Il y a aussi un élément très important, c'est la présence des populations russophones qui sont restées après la chute de l'URSS à l'extérieur de ses frontières. Donc la Russie a du mal à trancher entre son identité d'empire et son identité d'État national, une partie de sa population se trouvant à l'extérieur. Et elle a essayé de réconcilier pendant une dizaine d'années le discours sur la puissance et le discours sur l'émergence. Et là, l'exemple qui est très fort, c'est tout le discours sur le sigle de BRICS, qui était extrêmement valorisant pour la Russie, même si pour certains, elle n'avait pas toute sa place au sein de ce groupe, par nature de sa croissance économique trop liée à la rente énergétique. Néanmoins, pour elle, c'était vraiment un joker à jouer, qu'elle a utilisé pour asseoir mieux sa volonté de puissance, pour donner une assise plus solide. Et la crise ukrainienne, en fait, arrive en quelque sorte comme une rupture dans cet équilibre où la Russie bascule du côté de la puissance très clairement. Et je pense que c'est lié en grosse partie à l'échec de son émergence. Elle n'a jamais réussi, malgré les... je ne vais pas être complètement négative, malgré les quelques succès dans certains secteurs, etc. Elle garde quand même des atouts dans les secteurs nucléaires, aérospatial, etc. Mais en gros, on ne voit pas aujourd'hui qu'est-ce qui peut faire basculer la Russie du côté des leaders économiques et changer complètement son rôle, radicalement son rôle dans la division internationale du travail. Et donc ce manque de moyens de s'imposer autrement l'a fait en fait revenir vers les moyens qu'elle connaît très bien, qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle ose surtout, qu'elle n'hésite pas à utiliser, qui sont les moyens géopolitiques. Et sur le plan des géopolitiques, le cycle suivant qui se déclenche risque d'hypothéquer complètement son émergence en fait. Toute la logique des sanctions, des contre-sanctions, etc. On voit bien la chute du rouble et l'impact qu'a la chute du prix du pétrole sur la Russie. On voit bien que tout ça risque à terme de tuer l'émergence russe. Tatiana, une des conséquences diplomatiques de la crise ukrainienne, c'est une forme de rapprochement entre la Chine et la Russie, ou plutôt entre la Russie qui cherche à se rapprocher de la Chine. Quelle importance lui accorder? C'est évidemment une question que je pose également à Yuri et Françoise. C'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années que Vladimir Poutine a dit que la Russie devrait capter le vent chinois dans ses voiles. Et donc là, la dégradation des relations avec l'Occident, presque naturellement, l'a fait tourner vers la Chine pour montrer d'une part que la Russie n'est pas isolée et pour d'autre part compenser en fait ce manque, cet élan qu'elle n'a pas eu avec la relation avec l'Europe par sa relation avec la Chine. Et je pense que là, à court terme, la Russie oublie un petit peu que c'est un partenariat qui peut difficilement être égalitaire. Les deux partenaires ont vraiment deux poids très différents. Voilà. Et la Russie, en fait, qui a toujours refusé d'être l'appendice énergétique de l'Europe, et se tourne vers la Chine, où ce danger-là peut être encore plus grand. Et pour asseoir ce partenariat, injecter vraiment du contenu, elle est obligée aujourd'hui de céder sur certains points, comme par exemple la vente d'armes, etc., ce qui à terme peut être porteur de beaucoup de risques et de dangers. Bon, la Chine se satisfait de ce rapprochement pour l'instant, mais il s'agit d'un rapprochement de circonstances. Il y a une convergence d'intérêts pour l'instant. Je ne pense pas qu'il s'agisse des premiers signes d'une véritable alliance entre la Chine et la Russie. En tout cas, je ne suis absolument pas convaincu. D'autant qu'on trouve aussi un conflit entre la Chine et la Russie sur ce grand espace
qui est appelée Eurasie, si je ne m'abuse, par la Russie, et qui est convoitée aussi en partie par la Chine avec son fameux nouveau projet des nouvelles routes de la soie. Donc ces routes de la soie qui traversent l'Asie centrale, une zone qui est assez intéressante pour la Russie. Et là, on a donc un conflit entre deux projets, le projet d'Eurasie, le projet de route de la soie. Et donc on voit bien que là, on a pas du tout une convergence dans les approches des deux partenaires, mais plutôt au contraire une rivalité. Alors si ce n'est un conflit, en tout cas une rivalité entre les deux. Donc je ne vois pas émerger à un avenir relativement proche une base solide pour une alliance entre les deux puissances. Peut-être à court terme et sur les aspects plus financiers et économiques, il se passe quand même beaucoup de choses là, mais dans le contexte de sanctions et sur certains secteurs. Vraiment à court terme et sur certains secteurs, la Chine apporte quand même de la liquidité, et notamment aussi dans un secteur bancaire russe dont une partie est exsangue à cause du contexte de sanctions. Il y a la coopération gazière qui est en train de se mettre en place, il y a beaucoup d'accords qui ont été signés dans le domaine des télécoms, etc. Mais ça n'apportera pas non plus le bol d'air de long terme en termes d'input de PIB dont parle Vladimir Poutine, ne serait-ce que parce que la Chine n'est pas capable non plus d'amener la technologie dont la Russie a besoin pour continuer l'exploration des champs arctiques. Donc ça peut être un partenaire financier, de liquidité, mais ce ne sera pas un partenaire technologique qui remplacera les Américains, par exemple. Aujourd'hui, on a eu l'annonce d'un renforcement du partenariat énergétique entre la Russie et la Turquie. Alors c'est peut-être une manière de prolonger la discussion et de glisser sur ce qu'on s'est dit sur la Turquie. Si vous permettez, sur la Turquie, peut-être pour faire le lien aussi, donc un pays dont on a discuté aujourd'hui, Tania et professeur Seif, peut-être la question s'adresse à vous deux. Donc ces repositionnements stratégiques, bien sûr, ont des conséquences dans les territoires proches de la Turquie, mais peut-être on a là un pays qui avait une volonté d'être un modèle qui inspire, notamment dans cette région du monde, et qui, peut-être vous pouvez nous dire si d'un côté, au plan économique, les moyens sont là pour poursuivre et projeter ce modèle dans son immédiat proche, mais aussi jusqu'ici, dans des pays comme le Maroc, de l'Occident lointain de cette région. Et si au plan politique, ce modèle turc, cette espèce d'aggiornamento, avec le libéralisme, avec l'insertion dans l'économie mondiale que semblait avoir réussi la Turquie, en tout cas d'un point de vue extérieur pour beaucoup de populations, tient toujours. Donc peut-être commençons par les questions. Oui, en fait, la Turquie, c'est paradoxal parce que c'est le pays qui est un modèle, à l'évidence, parce qu'il y a eu des réformes structurelles impressionnantes entre les années 2002-2008 qui ont changé. C'est une croissance plus inclusive, qui ont changé les questions de pauvreté, d'éducation, d'urbanisation, enfin, il s'est vraiment passé quelque chose. Également, une stabilisation sur des niveaux de croissance très élevés, un cycle qui s'est modifié. Pour autant, c'est aussi le pays qui, depuis 2009, est assis sur un besoin de financement qui n'a cessé de s'accroître au niveau externe, parce que c'est un pays dont la croissance produit des déficits externes, et qui finance ses investissements par de l'épargne extérieure. Donc la Turquie, quand elle est en croissance, elle fait du déficit. Et depuis 2009, la croissance est un petit peu moins forte, mais enfin elle reste quand même assez attractive dans un monde où la croissance est rare, voilà, une denrée. Donc les pauvres, ils ne sont qu'à 3% cette année, et peut-être à 4% à moyen terme. Néanmoins, il y a une bombe à retardement turque qui n'éclate jamais. C'est ça un petit peu le paradoxe de ce pays. C'est un besoin de financement qui s'est accru depuis 2009, qui est constitué du déficit externe, mais aussi d'une dette à court terme, qui a grossi régulièrement et qui fait que maintenant ce pays a besoin chaque année de plus de 100 milliards de dollars de financement à court terme. Les investisseurs semblent prêts à encore faire confiance. Néanmoins, voilà, c'est le paradoxe, c'est qu'on a un renouvellement de cette dette à court terme, un rollover qui se fait bien. Et je pense, mais on se pose quand même beaucoup de questions là-dessus, c'est qu'on a aussi une gestion de ce risque par les agents eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a la question des comptes à l'étranger, il y a la question d'une meilleure gestion du risque de change. Le taux de change est flexible désormais, ce qui permet aussi d'atténuer le cycle, d'éviter la crise asiatique avec les problèmes de décrochage. Et le taux de change fixe. Voilà. Est-ce que cette dette est essentiellement libellée en dollars ou est-ce qu'elle est libellée en livres turcs, donc
Non, en dollars aussi. Quand même. En dollars. Il y a quand même un risque dollar qui est clair. Alors, ce qui nuance ce risque, en face de ça c'est les acquis turcs. C'est qu'on a quand même moins de risques systémiques dans cette économie que dans les années 2000. C'est un des gros acquis structurels, notamment une réforme du secteur bancaire, très peu de créances douteuses, des banques bien capitalisées, donc quelque chose qui est très positif à ce niveau-là, qui ne diffuse pas le risque de liquidité. Et puis deuxièmement, on n'a plus de risque souverain pur. C'est-à-dire que c'est un risque, ce risque à court terme de financement est plutôt concentré sur le secteur privé, mais au niveau de l'État, on a eu vraiment un apurement de la dette publique, des financements de l'État, et on a une structure budgétaire qui permet toujours de dégager des excédents primaires, ce qui là aussi est une ressource de plus en plus rare dans le monde et développé et émergent. Et ce qui donne de la visibilité et ce qui est la base de l'investment grade turc, la Turquie, pardon, est en fait investment grade dans deux agences, pas dans l'autre. Elle est à la limite de le perdre si jamais les chocs externes se matérialisent, mais les acquis structurels quand même justifient. Donc c'est un pays tangent. Peut-être, professeur Seff, sur la dimension plus politique et la projection du modèle extérieur, etc. Effectivement, la Turquie, peut-être grâce à cette irruption économique, au moins depuis les années 2000 jusqu'à 2009, faisait figure d'une force montante, je ne dirais pas puissance, mais d'une force économique montante, améliorant ses indicateurs, mais principalement utilisant cette posture économique pour accroître son soft power comme puissance régionale. Alors pour nous, vu de l'extérieur, elle se présentait bien comme un autre modèle. Voilà, un autre modèle intéressant, performant, rayonnant. Et les opinions publiques de la rive sud de la Méditerranée voyaient les choses de cette manière, au moins jusqu'au printemps, au pluriel, jusqu'au printemps arabe. Au moins jusqu'à cette date-là, effectivement, un modèle, point de vue, relation avec la religion, politique, religion, la laïcité turque comme modèle, assumé même par l'AKP. L'AKP lui-même se mouvant sur une plateforme laïque et le revendiquant. Avec des thématiques sur la femme, qui paraissaient en avance sur les autres pays de la rive sud. Également, en ce qui concerne la démocratie, voilà, premières élections, deuxième élection, stabilité politique, tout cela a été impressionnant. Elle donnait vraiment l'impression d'une force montante qui, forte de ses réalisations économiques, s'imposait donc à l'attention. Mais en voyant les choses de plus près, et en particulier depuis les printemps arabes, on se rendait compte que derrière la démocratisation persistait quand même quelque chose de la culture étatiste, proprement kémaliste de la période, résidu de la période, prolongement de la période kémaliste, qui résistait aux évolutions, aux réformes. Également, sur le plan, on a relu la croissance économique. Ça paraissait quand même, c'est la croissance économique d'un pays qui n'est pas encore développé. Et puis, l'agitation au niveau, disons, l'activisme, j'utiliserai le terme d'activisme, au niveau de la politique régionale, était aussi très, très notoire. Il s'imposait à l'attention aussi. Mais petit à petit, et en particulier à partir des printemps arabes, on commençait à palper les fragilités turques. Les fragilités turques internes, donc cette orientation étatiste où l'État restait quand même très, très présent, très fort,
Tout à l'heure, notre amie Dorothée Schmitt a parlé de l'État contrôlant. Également, sur la question religieuse, on avait une relecture de l'histoire kémaliste comme étant une période de répression, non pas de laïcité, de construction de la laïcité, ce qui nous intéressait, nous, avant, mais comme une période de répression de la religion. Maintenant, les histoires présentées, l'histoire de la Turquie kémaliste, présentée aujourd'hui par l'AKP au pouvoir, apparaît comme une forme de régime qui réprimait toutes les formes d'expression religieuse. Et on donne beaucoup d'exemples. Et également, en termes de politique interne, les gros événements qui sont survenus, comme les manifestations autour de la question du parc de Gezi, l'affaire Gülen et ses prolongements, la grande explosion de Soma, des mines de Soma et de ses victimes, également la crise syrienne. Finalement, cette puissance, entre guillemets, régionale qui s'est imposée, finalement, elle nous a interpellés. Et cette puissance qui visait à incarner un style propre, un style islamiste des relations internationales, qui se vantait d'avoir une profondeur stratégique avec la région arabo-islamique, c'est-à-dire le Moyen-Orient et au-delà du côté de l'Asie. Finalement, à la fin du parcours aujourd'hui, au jour J, c'est une composante d'un courant parmi les divers courants sunnites qui existent dans la région. Et nous sommes loin des constructions théoriques, stratégiques, globales, mondiales. Est-ce que, comme vient de le dire professeur Saf, quelquefois le poids de l'histoire est là, et que, encore une fois, la Turquie se retrouve, alors de ce point de vue, ramenée à une dimension moindre, mais aussi à gérer des problèmes macroéconomiques, d'instabilité macroéconomique de court terme. Ça, il n'y a pas plus passionnant en économie que de retrouver l'histoire dans l'économie, parce que c'est ce qu'on sous-estime toujours quand on applique les recettes toutes faites pour tous les pays, alors qu'en fait, on a ces structures qui perdurent. Mais moi, je voulais faire un tout petit parallèle osé entre la Turquie et la Russie, parce que on a parlé de beaucoup de modèles aujourd'hui, de modèles d'émergence, de transition, de modèles qui ont trouvé leurs limites avec la crise de 2009, qui risquent d'être confrontés au ralentissement de l'économie mondiale. Et je pense qu'on a là deux économies qui sont incroyablement différentes par la structure des entreprises. C'est-à-dire que la Turquie, c'est quand même le modèle de tous les pays. Voilà, de PME, de commerce très réactif. Capitalisme familial aussi. Voilà, le capitalisme familial, la montée en gamme progressive des PME, avec les problèmes que ça peut poser, parce qu'ils sont un petit peu bloqués maintenant sur de la moyenne technologie, mais c'est toute la souplesse de la Turquie quand même. La Russie, en face de ça, c'est l'inverse, et c'est de plus en plus l'inverse. C'est du capitalisme d'État qui s'est affirmé depuis 3 ans, et je voulais juste rappeler quelque chose. Historiquement, il n'y avait pas... Voilà. Et là, il n'y a tout simplement la propriété privée en URSS. Absolument, et héritage historique d'une structure différente. Mais sur le modèle russe, entre guillemets, il faut quand même dire quelque chose. Ce pays, il a aussi une forme d'anomalie historique, parce que c'est le PIB par habitant le plus élevé des BRICS. En même temps, c'est celui qui a vu la dégradation de ses indicateurs de gouvernance parmi les plus rapides au monde. Donc, dans une période de très forte croissance, on a eu une dégradation de la gouvernance et surtout, on a eu un ralentissement endogène du modèle russe, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé confronté à une croissance qui n'était pas à 6%, mais qui était à peine une croissance potentielle de 1,5-2, et quelque chose d'assez extraordinaire, alors maintenant qui va être perturbé avec la chute du rouble, mais il y a à peine 1 an, quel que soit le prix du pétrole, la Russie n'arrivait presque plus à dégager des excédents externes. C'est-à-dire que l'excédent courant russe, c'est quand même pays pétrolier, gazier, depuis 10 ans, se réduit tendanciellement, parce que les gens importent de plus en plus, consomment de plus en plus, et c'est un modèle qui était épuisé.
Peut-être c'est pour faire un lien avec aussi la Chine. En définitive, on est 5 à 6 années après la crise financière. Ces répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Il y a pour beaucoup de ces pays-là un double choc. Il y a aussi celui de ce qu'on appelle les printemps arabes pour un certain nombre de ces pays-là, mais il y a aussi l'Ukraine dans la région de la Russie. Parce que tout ça a aussi des coûts. Mais est-ce que vous ne pensez pas, peut-être une question à Ori Dadouche qui est avec nous ici, vous ne pensez pas que vienne donc aujourd'hui le temps quelque part d'une demande de renouveau des politiques économiques pour beaucoup de ces pays-là? C'est-à-dire qu'on a une belle performance de croissance, hein, et notamment la Chine, hein, donc, qui a fait un très beau parcours, mais aujourd'hui vient le temps de la remise en question des politiques économiques qui ont fait le succès. Et c'est un peu aussi, on en parlait aussi c'est un peu le cas d'un pays comme le Maroc, mais aussi pour la Turquie, donc, et pour la Russie également, hein, puisque le modèle basé sur les commodities. Cette question, cette difficulté à passer d'un modèle à un autre pour poursuivre en fait sa trajectoire de croissance. Est-ce que la Chine vous semble-t-elle le pays de ceux qui nous ont occupés aujourd'hui le plus à même de réussir cette difficile saut critique, si vous voulez, pour poursuivre sa croissance? Il est difficile de distinguer entre les effets de la crise de 2009, qui sont quand même... C'est une crise gigantesque, il ne faut pas oublier ça. C'est pour cela que l'Europe se trouve aujourd'hui franchement en genoux. Le Japon est aussi dans des difficultés très fortes. Et les États-Unis, il ne faut pas croire, les États-Unis ressentent toujours aujourd'hui. Ils commencent à reprise, mais le taux de participation de la force du travail, etc., est très bas à des niveaux historiques. Le marché immobilier commence tout juste à reprendre un certain dynamisme aux États-Unis. Donc, la crise a été extrêmement profonde, elle a touché tous les pays du monde, y inclut beaucoup de pays en développement certains d'entre eux qui avaient des bases très solides, comme vous dites, la Chine est un bon exemple d'un pays en développement qui avait des bases très solides, et d'autres qui étaient de toute façon, malgré la croissance qu'il y avait dans les années 2000, dans une situation relativement précaire. Et je mets la Turquie parmi eux, le manque de diversification de l'économie russe, la surconsommation de l'économie brésilienne. Les conflits sociaux très profonds en Afrique du Sud sont des exemples de fragilité qui existait avant la crise et qui, avec la crise, se sont manifestés d'une façon assez violente. Et on le voit aujourd'hui. Maintenant, changer de modèle de croissance, il faut regarder les cas spécifiques. Je dirais qu'en ce qui concerne la Chine, qui est quand même de loin le pays dominant, le pays émergent, et de loin le pays émergent qui est dominant, je dirais que la Chine est en bonne voie. Elle est en train de changer son modèle de croissance. Elle est passée à l'économie de marché, elle est passée par une intégration à l'économie mondiale très rapide. Tout dernièrement, elle a commencé à changer son modèle de croissance vers la demande domestique. Le surplus sur la balance courante chinoise s'est écoulé depuis 3 ou 4 ans. On est maintenant à 2%, 2,5%. On était à 10% de surplus. Donc, ce changement se fait, pas exactement de la façon dont on voudrait, mais il se fait. Et la prochaine étape, c'est une libéralisation du compte du capital, changement du taux de régime de change, etc. Je dirais que la Chine est en bonne voie, parce que l'erreur qu'ils font beaucoup d'observateurs, à mon avis, c'est qu'ils pensent que parce que la Chine ne croit plus à 8%, à 10%, ça veut dire que c'est un pays en crise. Mais ce n'est pas fondamentalement un pays en crise, un pays qui peut croître, ce qu'il est en train de faire en ce moment, à 7,5%, et seulement
un pays en crise, on a perdu tout sens historique de ce que c'est la croissance économique à long terme. Donc la Chine est en bonne voie. Les autres pays dont j'ai parlé ont chacun des problèmes très spécifiques qu'ils doivent traiter. Et après revoir leur modèle de croissance. C'est une sorte de myopie en fait des problèmes. Tout d'un coup, on est tous pro-cycliques. Oui, mais quand tout va bien, tout le monde pense que ça va toujours aller bien. Et quand tout va mal, tout le monde voit beaucoup de problèmes. Non, mais classique. Mais dans le cas de la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, son changement de stratégie, il ne date pas de la crise. Ça n'est pas une réponse à la crise. La Chine avait été parfaitement consciente des problèmes de son modèle de croissance avant la crise. Si on regarde le précédent plan quinquennal, les problèmes avaient déjà été identifiés et ce que les dirigeants avaient décidé, c'était de rééquilibrer le modèle de croissance en se dégageant de ce modèle qui était appuyé essentiellement sur les exportations, mais pas tant que ça sur les exportations, surtout sur l'investissement et pas assez sur la consommation intérieure. Donc ce qui avait été fait, c'était de lancer des pistes pour rééquilibrer vers plus de consommation. La crise, finalement, a ralenti, a stoppé pendant un certain temps cette réorientation parce que on s'est retrouvé face à une croissance qui s'effondrait parce qu'il y avait une baisse de la demande venant des États-Unis et de l'Europe. Et donc là, pendant un moment, la Chine a relancé la machine en faisant de l'investissement à tout crin comme d'habitude. Et puis, suite à cette petite parenthèse pour essayer de reprendre de la croissance, la Chine a repris sa trajectoire de rééquilibrage. Et effectivement, ce qu'on observe pour l'instant, c'est une amorce de rééquilibrage. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va être pérenne? Je ne sais pas trop. Mais voilà, là, le modèle est en train de changer. Et en tout cas, ce que l'on observe, c'est effectivement, comme le disait Auré tout à l'heure, c'est un effondrement de l'excédent courant. Donc là, on a toujours un excédent courant, mais il est beaucoup moins important qu'il l'a été sur les 10 dernières années. Et effectivement, un pays qui croît à plus de 7%, c'est quand même pas mal. Mais la question, c'est pas excusez-moi, c'est pas de savoir finalement seulement si la Chine est en crise ou pas, c'est qu'on est tous dépendants d'eux. Et donc, même si elle n'est pas en crise, si ça passe de 7 à 6, voire même, horreur, de 6 à 5... Puisque regardez, les marchés s'écroulent simplement quand on annonce un ralentissement de la production industrielle chinoise. Et puis le prix du pétrole nous prouve qu'il y a une sensibilité des anticipations au cycle chinois qui fait que la question n'est même pas de savoir s'ils sont en crise ou pas. La question, c'est de savoir s'ils sont moteurs du cycle mondial ou pas. Est-ce que vous diriez peut-être que la sagesse chinoise au plan de sa politique étrangère, au plan de sa vision des relations internationales, la sert quelque part, qu'ils ont trouvé autrement dit, qu'ils auraient trouvé un bon équilibre entre leur émergence en tant que puissance économique, mais aussi puissance, bien sûr, politique, à contrario d'un pays comme la Russie, qui a une volonté de puissance affirmée, se retrouve dans beaucoup de conflits, etc., ou d'un pays comme la Turquie qui n'a peut-être pas toujours été sage. Quel est votre avis de ça, hein? C'est en vous écoutant que cette idée un peu m'est venue de... Est-ce que finalement, il ne faut pas être sage sur les relations internationales et très réformateur et réactif sur les politiques économiques, et puis sur cette base-là, on peut ensuite construire quelque chose. Les Chinois ont une caractéristique essentielle, c'est qu'ils sont extrêmement pragmatiques. La pragmatique, c'est de la sagesse. S'il y a quelque chose dont on peut être sûr, c'est de leur pragmatisme. Ce qui veut dire que pour l'heure, il leur semble osé, compliqué, dangereux de s'aventurer un peu trop loin de leur base, en quelque sorte. Alors, ils se rendent compte qu'à certains moments, du fait de leur implication, notamment à travers les investissements à travers le monde, ils sont obligés d'intervenir, et donc il faut qu'ils s'assoient sur leur principe de non-ingérence. Ils s'en rendent compte de temps en temps. Cela étant, ils ne sont pas encore prêts à véritablement se lancer et à jouer un rôle équivalent de celui des États-Unis. Alors, est-ce que c'est de la sagesse? Je ne sais pas, mais pour l'instant, ils estiment qu'ils ne sont pas encore capables. Ça ne fait pas sortir ou diverger par rapport à leur objectif de réforme. Leur objectif de réforme, c'est maintenir une certaine croissance pour maintenir la stabilité interne. C'est tout. C'est-à-dire que l'émergence économique ne suffit pas. Il y a aussi la posture politique, faut une volonté aussi, le message que l'on diffuse à travers le monde, etc. Mais une des caractéristiques des BRICS, c'est de négocier, c'est la croissance économique, c'est de travailler sur soi, si vous voulez. À la différence de la Russie,
qui n'a pas hésité à utiliser la carte militaire dans son positionnement actuel. Sur les 4 BRICS, on en a quand même, pardon, oui, si on met le S, excusez-moi, mais enfin on a quand même eu ces dernières années la grande surprise de voir un Brésil, le Brésil et la Russie touchent un zéro de croissance en même temps. L'Inde, pareil, il y a eu quand même un certain nombre de soucis. Pour répondre à votre question tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il y a un enjeu en termes de politique économique que tous les émergents doivent affronter. C'est la question de l'investissement dans sa dimension d'efficacité. Parce que même la Chine qui surinvestit, finalement toute la question écologique chinoise, c'est aussi une question d'efficacité de l'investissement. Donc il y a les pays qui d'un côté butent sur une contrainte d'offre parce qu'ils n'ont pas assez investi. C'est le Brésil, la Chine, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Turquie, donc c'est le problème d'infrastructure, etc. Mais pour ceux qui ont trop investi, il y a une question de... Non, il y a un mal investissement. Il y a un mal investissement. C'est un problème de composition de l'investissement, voilà, souvent. Hein, exactement. Et donc le deuxième enjeu, pour tous les pays aujourd'hui, c'est la construction des partenariats publics-privés, c'est la diffusion des gains de productivité territoriaux, sectoriels, le rapport entre le public et le privé dans cette capacité à diffuser des gains de productivité, et tous les émergents doivent affronter ça. Tatiana, sur sagesse, puissance, voilà, raison... C'est ça vaut de la sagesse. La sagesse, c'est d'une part, il ne faut pas oublier que pour assurer son émergence, sa croissance en interne, on a besoin d'un environnement géopolitique bienveillant, favorable et stable. Et d'autre part, si on a des vérités de puissance, il ne faut pas oublier que derrière, il faut qu'il y ait des assises extrêmement solides en interne, notamment économiques. Donc la sagesse, c'est de bien équilibrer les deux plans et d'avoir les moyens à la hauteur de ses ambitions, tout simplement. Il me semble que Sénèque dit que la sagesse, c'est d'être capable de vivre avec ses limites. Ça ressemble à une conclusion, je trouve. Il y a peut-être des limites bien plus évidentes aux dirigeants chinois qui ont un problème de gérer une économie de 1,4 milliard de personnes avec des inégalités gigantesques, corruption, pollution, problème de gouvernance, problème d'exécution très très important au niveau régional, etc. Et dans un système où il y a quand même, c'est un système autoritaire, c'est un système en one-party state, mais c'est aussi un système où il y a des checks and balances, où il y a des équilibres intérieurs. Et c'est un contexte dans lequel un dirigeant chinois voit des limites à ses actions, regarde et voit des risques. Peut-être que la Russie, c'est paradoxal, qui a des bases économiques beaucoup plus fragiles que la Chine, a quand même un système politique qui tourne aux alentours d'une ou deux personnes, surtout une personne, qui peut-être ne perçoit pas les mêmes limites, à partir parce que c'est une économie qui a bénéficié jusqu'à présent, on n'a pas dit encore, a bénéficié jusqu'à présent du rente gigantesque qui vient du pétrole et qui donne, et ça on le connaît parce qu'on l'a vu dans plusieurs autres endroits. Si vous regardez, je ne veux pas faire des parallèles trop pénibles, mais Gaddafi, Saddam Hussein, Chavez à Venezuela sont des exemples de leaders qui avaient à la base une grande gigantesque qui venait du pétrole et qui ont fait ce qu'ils voulaient faire. Finalement, ça, c'est une partie du problème. Finalement, on est rattrapé par l'arithmétique budgétaire, économique, la contrainte de marché qui finit par la contrainte économique qui finit par s'imposer. Tout ça a des limites. Et si on les comprend plus ou moins tôt, il faut plutôt les comprendre tôt que tard et s'en adapter. Ce qu'il y a, c'est que la contrainte maintenant est en train de se manifester parce que pour tout le monde. Avec la chute des prix du pétrole, le jeu change. À mon avis. Ce qui est intéressant, c'est que là on parle des émergents, mais on pourra aussi conclure sur le fait que les pays développés, un certain nombre de pays développés, dits développés, notamment européens, ont exactement les mêmes contraintes, c'est-à-dire que quand on est en train de parler de problèmes de contraintes externes, qualité d'éducation aussi, on n'en a pas parlé, d'efficacité de l'investissement, de problèmes de gouvernance, pas dans la même acceptation forcément, mais on a quelque chose, l'environnement de faible croissance conduit aussi tous les pays à se poser
la même C'est une question question. en termes de limites, d'efficacité des politiques économiques, de repenser les policy mix, et puis des politiques monétaires, parce qu'on n'en a pas encore parlé, qui ont été obligés d'explorer des domaines parfois très non orthodoxes, notamment la Turquie, pour se défendre face à des flux de capitaux très volatiles, très à court terme. Et les politiques monétaires aussi sont confrontées à des enjeux de plus en plus complexes dans cette ouverture. C'est clair que la capacité d'adaptation à ces incertitudes, à ces environnements plus volatiles est centrale. Ben oui, elle est centrale. Elle est centrale. Et moi, je pense que c'est une très bonne invitation, si peut-être pour la suite de nos travaux, aussi de vous intéresser aux économies matures. C'est-à-dire que ça pourrait être aussi une piste pour la suite de nos échanges. Je crois que le moment est venu de conclure cette émission. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Si c'est bon, si le résultat est bon, on devrait aller tous à la télé parce que...